plusieurs semaines, qui va permettre au pays de sortir doucement, sûrement, du confinement que nous connaissons en France, comme d'ailleurs dans une très grande partie des pays du monde, depuis le 17 mars. L'esprit dans lequel nous travaillons, vous le connaissez, nous cherchons en permanence le bon équilibre entre l'indispensable reprise de la vie normale, familiale, économique, culturelle, sanitaire et sociale, et l'indispensable respect de toutes les précautions qui empêchent l'épidémie de repartir et qui donc protègent les Français. C'est un équilibre qu'il nous faut tenir. Ce n'est pas une des priorités qui doit prévaloir sur l'autre, c'est un équilibre. Et c'est donc un chemin de crête. Notre méthode, vous la connaissez également. J'ai demandé à M. Jean Castex, qui est à la fois un haut fonctionnaire et le maire d'une commune qui se trouve dans les Pyrénées-Orientales, d'élaborer une stratégie très concrète en associant tous les acteurs, les collectivités territoriales, les partenaires sociaux, les scientifiques. Son rapport définitif a été validé par les partenaires sociaux, les scientifiques. Son rapport définitif a été validé ce matin par le président de la République au Conseil de défense. Il sera rendu public dans les jours qui viennent. Il est fondé sur une stratégie que j'ai présentée dès le 28 avril dernier à l'Assemblée nationale. D'abord, parce qu'il était nécessaire de prendre l'avis du Parlement. Ensuite, parce que présenter tôt cette stratégie permettait de la confronter aux réalités de terrain et aussi de laisser aux acteurs locaux le temps de se préparer au déconfinement. Nous y sommes. Il y a aujourd'hui une bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes en mesure de valider le déconfinement sur l'ensemble du territoire métropolitain. La moins bonne nouvelle, c'est que certains départements ont des résultats moins bons qu'espérés. La carte de France, que va vous présenter le ministre de la Santé dans quelques instants, est très claire. Le pays est divisé en deux. Dans la majeure partie du pays, nous avons réussi à freiner la vague épidémique. Nous avons retrouvé des marges de manœuvre à l'hôpital et nous sommes prêts pour les tests. C'est ce qu'on appelle les départements verts. S'ils se maintiennent en vert les 3 prochaines semaines, nous pourrons, au tout début du mois de juin, envisager une nouvelle étape de déconfinement avec peut-être l'ouverture des lycées, l'ouverture des cafés, des restaurants, bien sûr dans la mesure, et dans cette mesure, où les conditions sanitaires le permettraient. Dans d'autres départements, le virus circule encore activement, où l'hôpital reste encore en forte tension. C'est ce qu'on appelle les départements rouges. Le déconfinement y est possible, avec certaines restrictions, pas d'ouverture des collèges, pas d'ouverture des parcs et jardins. Dans ces départements rouges, il faut faire mention de 2 situations particulières. Mayotte et la région Île-de-France. À Mayotte, le nombre de cas est faible, mais il est en augmentation. En Île-de-France, le nombre de cas baisse, sûrement, lentement, mais il reste élevé, plus élevé que ce que nous espérions. Voilà pourquoi, dans ces 2 territoires, nous allons devoir faire preuve d'une vigilance particulière. À Mayotte, nous avons décidé de retarder le déconfinement pour nous donner tous les moyens de maîtriser l'épidémie. En Île-de-France, compte tenu de la tendance qui reste bien orientée, nous pouvons déconfiner. Mais le fait qu'il reste du virus en circulation, que cette région, évidemment, est très dense,
très peuplé, que les échanges y sont nombreux. Ce fait nous impose une discipline renforcée. Les ministres vont détailler cette discipline. Je veux pour ma part insister sur 2 points. Dans cette épidémie, nous faisons tout pour protéger les plus vulnérables. Les personnes âgées, les personnes malades de pathologies comme l'obésité, le diabète, les insuffisances respiratoires. Nous l'avons dit, le président de la République l'a précisé, et nous ne reviendrons pas là-dessus, il n'y aura pas de confinement obligatoire pour les personnes vulnérables après le 11 mai, même en Île-de-France. Mais je veux dire à toutes les personnes qui se savent vulnérables, soit à raison de leur âge, soit à raison des pathologies que je viens d'indiquer, soit parce qu'ils sont âgés et en plus souffrent de ces pathologies. Continuez, pour votre sécurité et pour celle des autres, continuez à observer dans toute la mesure du possible, de façon volontaire, les règles de prudence très strictes qui ressemblent à celles des 2 derniers mois. Nous faisons confiance aux personnes qui se savent vulnérables pour se protéger. Il ne s'agit pas d'ordonner, il s'agit de leur dire, de vous dire qu'il vous revient d'être prudent lorsque vous sortez ou lorsque vous recevez chez vous votre famille ou vos amis. Prenez les précautions qui sont nécessaires pour faire en sorte de vous protéger et de protéger les autres. Le 2e point important en Île-de-France sur lequel je veux insister concerne les transports, et notamment les transports en commun. Ils sont essentiels et ils ne seront pas fermés, ils n'ont d'ailleurs jamais fermé. Mais nous allons, au moins les 3 premières semaines, imposer des règles très strictes pour éviter qu'ils ne se transforment en vecteurs de diffusion de l'épidémie. Je n'exclus pas d'ailleurs que nous décidions de mesures supplémentaires si les mesures de distanciation physique n'étaient pas suffisamment respectées et si la situation ne s'améliorait pas. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, l'objectif, pas seulement celui du gouvernement, l'objectif de tous les Français, c'est de faire en sorte que nous puissions vivre avec ce virus. Apprendre à nous en protéger, parce que aussi longtemps que nous n'aurons ni vaccin, ni traitement, ni immunité collective, la seule façon de vivre est de nous en protéger, en respectant scrupuleusement l'ensemble des mesures de distanciation physique, d'hygiène, de protection qui sont en permanence rappelées. Je vais maintenant passer la parole aux membres du gouvernement qui m'entourent et qui sont en première ligne dans la préparation et la mise en œuvre de notre stratégie pour qu'ils puissent, chacun dans leur domaine, préciser un certain nombre d'éléments. Et je vais commencer par Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Premier ministre, il y a quelques jours, j'ai présenté les premières cartes de la France avant la levée du confinement. Ces cartes, ce sont des outils qui nous ont guidés et qui continueront de nous guider au cours des prochaines semaines parce qu'elles sont le reflet de la circulation du virus sur le territoire, et également le reflet du niveau de saturation des services de réanimation dans nos hôpitaux. Ces cartes, elles ont pu soulever des inquiétudes, des espoirs, mais aussi parfois des incompréhensions selon la couleur verte, orange ou rouge. Aussi, je le précise bien, si votre département est en rouge, ce n'est ni une punition, ni une mauvaise note, ce n'est qu'un état des lieux de la situation virale sur un territoire donné, qui tient compte de données multiples, je le disais. Le premier indicateur, c'est celui de la circulation active du virus. Les chiffres dont nous disposons sont issus d'un recueil de données robuste, fiable, quotidien. Ils proviennent de presque 700 services d'urgence et permettent de comptabiliser environ 90% des passages aux urgences. Ils sont publiés quotidiennement et font une moyenne des informations recueillies sur les 7 jours précédents. Nous constatons, et vous constatez, depuis les premières cartes,
que la pression épidémique a baissé. Mais cette baisse cache en réalité des disparités, des différences, parfois importantes selon les territoires. Si l'on affine et que l'on regarde territoire par territoire, la situation est la suivante, je la rappelle, en vert, les départements dans lesquels moins de 6% des patients adressés aux urgences viennent pour une suspicion de maladie au coronavirus. En orange, lorsque ce sont 6 à 10% des patients, et en rouge, c'est lorsque plus de 10% des patients qui vont aux urgences d'un hôpital y vont pour une suspicion de maladie à coronavirus. Comme vous pouvez le constater, si la circulation du virus semble faible sur une très large partie du territoire, elle demeure encore active dans certains départements des Hauts-de-France, du Grand Est, de Bourgogne-Franche-Comté, dans la Sarthe et le Loir-et-Cher, et elle atteint un niveau bien plus élevé en Île-de-France, et une circulation active est également enregistrée à Mayotte. J'en viens maintenant à la seconde carte, celle que vous connaissez aussi, qui est relative aux capacités sanitaires. Entre janvier et mars, nous avons augmenté notre capacité de réanimation pour atteindre le chiffre sans précédent dans notre histoire sanitaire de 10 500 lits. Notre objectif, désormais, est de revenir à notre capacité habituelle, c'est-à-dire 5 000 lits de réanimation, pour pouvoir prendre à nouveau en charge des malades qui ont besoin, dans la pratique quotidienne de la médecine et de la chirurgie, de ces lits de réanimation, et puis pour permettre aux professionnels de santé de retrouver un fonctionnement normal, et puis, et c'est bien la moindre des choses, un peu de répit. Il faut bien comprendre que les tensions sur les capacités en réanimation, du fait de l'épidémie, restent encore fortes dans certains territoires. Compte tenu de l'afflux important de patients graves dans les services de réa de nos hôpitaux ces dernières semaines. C'est le cas dans les régions qui ont été le plus touchées, l'Île-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, et à minima, dans les Hauts-de-France, le Centre-Val de Loire, l'Auvergne-Rhône-Alpes et Mayotte. Dans le reste du territoire, la situation est revenue, sinon à la normale, en tout cas dans des eaux bien plus acceptables. Là aussi, les résultats qui sont affichés sont une moyenne sur les 7 derniers jours. Les seuils utilisés pour cette deuxième carte, vous les avez sur la carte, en vert, lorsque le taux d'occupation des lits de réanimation par des malades du coronavirus est inférieur à 60%, en orange lorsque c'est 60 à 80%, et lorsque plus de 80% des lits de réanimation sont occupés par des malades atteints du coronavirus, la carte apparaît alors en rouge. Comme vous pouvez le constater, la situation est assez nette, avec au fond 3 diagonales distinctes dans l'hexagone. La première diagonale, en vert, va de la Seine-Maritime aux Alpes-Maritimes, avec des capacités hospitalières qui ne sont pas ou plus menacées par un afflux important de patients atteints de formes sévères. La seconde diagonale, celle qui s'affiche en orange, va du Pas-de-Calais à la Haute-Savoie, avec des services de réanimation davantage mis en tension par l'hospitalisation persistante de patients atteints de formes graves de coronavirus. La troisième diagonale, enfin, celle qui est en rouge, qui comprend essentiellement les départements des régions Grand Est, Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, c'est cette diagonale dans laquelle la situation des services de réanimation reste l'objet d'une attention toute particulière. S'agissant maintenant de la troisième carte que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est celle de nos capacités en matière de tests virologiques. En janvier 2020, le premier test PCR à la recherche du virus Covid-19 a été réalisé. Depuis, nous n'avons cessé d'augmenter, jour après jour, semaine après semaine, nos capacités diagnostiques en ville, à l'hôpital, dans les laboratoires départementaux vétérinaires, de gendarmerie, afin de pouvoir diagnostiquer de nouvelles infections. Un effort de montée en charge et de renforcement des équipements très important a été réalisé pour armer notre pays en tests. Ces dernières semaines, tout a été fait pour être en capacité de dépister les personnes vulnérables, mais aussi l'ensemble des personnes symptomatiques et les cas contacts. La France est prête pour tester massivement. La capacité de dépistage est dès aujourd'hui au niveau des besoins estimés. Vous voyez, la carte est pour le moins limpide. Pourtant, parfois de la théorie à la pratique, il peut y avoir des écarts. C'est pourquoi j'invite les Français qui se seraient vus prescrire un test PCR et qui rencontreraient des difficultés de toute nature dans la réalisation de ce test, à contacter le numéro vert
0800 130 000, le numéro que vous connaissez, afin de nous permettre de résoudre sans délai les problèmes éventuels. Comme vous pouvez le constater, les territoires seront, dans leur totalité, en capacité de tester largement. J'en termine donc par une carte qui fait la synthèse des différents indicateurs et qui se présente comme une photographie, comme un panorama de la situation des territoires français à compter du 11 mai. Cette carte articule les 3 indicateurs de pression épidémique, de tension sanitaire et de capacité en matière de tests. Vous le voyez, 4 régions, tous les départements de 4 régions restent en rouge. L'Île-de-France, les Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Pourquoi des régions et pas des départements? Parce que nous faisons le choix de tenir compte comme indicateur prioritaire du niveau de tension, de saturation des réanimations des hôpitaux. Et que cet indicateur, nous l'avons vu lors de la vague épidémique dans les régions touchées, se conçoit à l'échelle régionale. En particulier, et le Premier ministre l'a dit, la situation en Île-de-France nécessite la plus grande des vigilances. Nous appelons les entreprises à recourir au maximum au télétravail. Nous invitons les habitants de l'Île-de-France à limiter leurs déplacements au strict nécessaire et l'ensemble de la population à appliquer encore plus scrupuleusement les gestes barrières. Quant aux personnes vulnérables, s'il vous plaît, limitez au strict minimum vos sorties et contacts avec toute autre personne. Je le redis, en Île-de-France, nous devons faire preuve d'une extrême vigilance. Je sais les difficultés que chacun a traversées ces dernières semaines et je sais combien tout le monde souhaite pouvoir reprendre une vie un peu plus normale, mais nous voulons à tout prix éviter une reprise de l'épidémie qui viendrait alourdir encore la situation de ces territoires. Ce sont donc des mesures de précaution essentielles en cette période que nous devons respecter tous ensemble, collectivement. Voilà où nous en sommes. Les éléments que je viens de vous présenter sont fiables. Ils sont solides. Mais je le rappelle, et chacun doit le garder à l'esprit, l'épidémie est évolutive et la vérité d'un jour peut ne pas être celle du lendemain. J'en appelle donc à ce qui ne fera jamais l'objet d'aucune attestation, d'aucune justification et d'aucune règle. C'est bien l'esprit de responsabilité de chacun pour le bien de tous. Voici pour les cartes et les indicateurs. Semaine après semaine, vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, le virus a reculé et nous pouvons donc enclencher une levée progressive du confinement dans tout le pays. Mais le virus n'a pas disparu, nous ne devons pas relâcher notre vigilance. Dans les prochaines semaines, gestes barrières et distanciation physique demeureront au cœur de la lutte contre l'épidémie, peut-être même plus important encore, puisque la vie éducative, économique, sociale va reprendre peu à peu son cours. Je veux vous expliquer comment réagir en chaque situation. Si vous présentez des symptômes évocateurs d'une infection au Covid-19, une fièvre, de la toux, une gêne respiratoire, la perte du goût parfois ou encore de l'odorat, il faut agir. N'attendez pas que cela passe. Contactez immédiatement votre médecin, ou si votre médecin ne vous répond pas, contactez un médecin de garde, et si vous n'en trouvez pas, en définitive, contactez le 15 pour qu'il vous oriente vers un médecin disponible. Il vous posera alors des questions et vous prescrira, s'il l'estime nécessaire, un test de dépistage. Parfois, il vous orientera à l'hôpital, parfois dans un laboratoire de ville, parfois dans un drive test qui seront organisés par des laboratoires, et parfois même chez vous, via une équipe mobile. Ce test est remboursé à 100% par l'assurance maladie, vous n'aurez rien à payer. En attendant le résultat du test, votre médecin vous demandera de rester chez vous, en isolement, afin de ne prendre aucun risque, ni pour vous, ni pour votre entourage. Si le test se révèle être positif, il vous suivra tout au long de votre maladie. Il alertera également l'assurance maladie qui vous contactera afin de commencer avec vous une enquête visant à identifier les personnes que vous auriez pu contaminer autour de vous, sans le savoir évidemment, et de manière à ce qu'on puisse appeler ces personnes qu'on va désigner cas contact. Votre isolement, si vous êtes malade, durera jusqu'à 2 jours après la guérison des symptômes, c'est-à-dire en moyenne pendant 8 à 10 jours. Évidemment, si vos symptômes s'aggravent, si vous avez des difficultés pour respirer,
Si vous avez des difficultés pour vous alimenter, pour vous déplacer chez vous, n'attendez pas, appelez votre médecin et si nécessaire, bien sûr, contactez le 15. Comment ça va se passer en pratique pour l'isolement? Bien d'abord, si vous partagez votre logement, votre médecin vous conseillera. Il vous conseillera de rester dans une pièce spécifique en évitant les contacts avec les autres occupants du domicile. Il vous demandera aussi d'aérer régulièrement votre domicile, de vous laver les mains fréquemment, d'éviter au maximum de toucher les objets qui peuvent être touchés par les autres personnes qui vivent avec vous, de désinfecter quotidiennement les surfaces fréquemment touchées, comme les poignées de porte, les téléphones mobiles. Si vous êtes en présence de votre conjoint, par exemple, votre médecin vous conseillera de porter en permanence un masque. Il est fortement déconseillé de recevoir des visites, sauf les visites indispensables, comme les aidants à domicile. Vous pourrez aller chercher des masques en pharmacie, sans prescription préalable, et ils seront pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Si votre test est négatif, votre médecin réévaluera avec vous la situation en fonction de vos symptômes. Je vais maintenant vous dire comment cela se passe si vous êtes cas contact d'une personne malade. Le plus souvent, ce n'est pas vous qui appellerez, mais vous serez directement contacté par l'assurance maladie ou par quelqu'un qui travaille à l'agence régionale de santé et qui aura été informé que vous avez potentiellement été en contact avec une personne malade. Si le risque est avéré, mettons par exemple si vous avez partagé un déjeuner avec une personne malade sans respecter les règles de distanciation, vous serez invité à rester chez vous en isolement. Comme pour une personne malade, vous devrez alors éviter les contacts avec votre entourage. On vous conseillera de prendre votre température au moins 2 fois par jour. Si vous pouvez télétravailler, très bien. Par contre, si vous ne le pouvez pas, un arrêt de travail vous sera adressé. 7 jours après le dernier contact avec la personne malade, vous serez à votre tour testé par PCR dans les mêmes conditions qu'une personne malade. 7 jours, pourquoi? Parce que c'est le bon moment pour débusquer le virus quand on a été cas contact. Avant, ça peut être trop tôt pour tomber sur le virus. Et ce, même en l'absence de symptômes. Si votre test revient négatif, votre médecin pourra, sous condition, vous proposer, dans certains cas, d'alléger votre isolement, mais celui-ci devra durer en moyenne encore 7 jours supplémentaires, parce qu'un test négatif n'exclut pas totalement la maladie. Que vous soyez malade ou que vous soyez cas contact, si vous êtes en isolement, n'hésitez jamais à signaler les difficultés que vous pourriez rencontrer dans votre quotidien auprès de votre médecin ou de l'assurance maladie quand elle vous appelle. Des cellules territoriales d'appui sont constituées partout, en lien avec les préfets, pour vous venir en aide. Enfin, si en général l'isolement est possible à domicile, votre médecin pourra vous proposer, selon votre situation, d'effectuer cet isolement hors de votre domicile, comme par exemple dans un hôtel, et là encore, les besoins seront pourvus par des équipes des cellules d'appui territoriales. Lundi, les conditions seront donc réunies qui permettront à tous les soignants du pays, en ville comme à l'hôpital, de reprendre une activité progressivement normale. Pourquoi? Parce que des équipements de protection, et notamment des masques, vont être distribués en plus grande quantité, 100 millions de masques distribués sur la semaine du 11 à destination des soignants, des personnes malades et fragiles. Le confinement a amené des personnes, nous l'avons déjà dit et ici même, à repousser des dépistages, des vaccinations et parfois un traitement pour une maladie chronique. Il ne faut pas créer une crise sur la crise. Il est vital que chacun aille se faire soigner quand il a besoin de soins. J'appelle chacun de nos concitoyens à reprendre le chemin des cabinets médicaux, des hôpitaux publics ou privés, pour recevoir les soins dont il a besoin. Dans cette période, je souhaite que les soins réalisables à distance se maintiennent, afin de limiter vos déplacements. Durant la crise, une autre façon de se faire soigner s'est développée massivement. Vous le savez, la télémédecine est entrée dans le quotidien des Français. Chaque semaine, plus d'1 million d'actes de télémédecine sont désormais réalisés dans notre pays. Je rappelle ici que pour les personnes vulnérables du fait de leur état de santé, nous conseillons toujours de favoriser le télétravail et que la mise en activité partielle s'applique depuis le 1er mai pour vous. Nous avons fait le choix de lever le confinement strict pour tous les Français à compter du 11 mai. Mais je renouvelle ici mes conseils en direction des plus fragiles d'entre nous, parce que malades, parce que
âgés, parce que porteurs de certains handicaps vulnérables en somme. Soyez vigilants, ne prenez pas de risques avec votre santé, limitez au strict minimum les contacts physiques avec votre entourage, n'hésitez pas à porter un masque pour toutes vos sorties. Bien que vos petits-enfants ou que vos enfants, demain, aient envie naturellement de revenir vous voir, et bien qu'ils le puissent, il vous appartient de limiter ces visites et de garder la distanciation physique indispensable, ainsi que les gestes barrières, dont le port du masque grand public lorsqu'ils sont en votre présence. N'hésitez pas à contacter votre médecin traitant. Il évaluera avec vous votre état de santé et vous conseillera sur toute mesure utile pour vous protéger. Cette consultation destinée au public vulnérable sera prise en charge également à 100% par l'assurance maladie. Et je vous rappelle que si vous ressentez le besoin de parler, parce que l'isolement peut être lourd, le numéro vert national, je le redis, 0800 130 000, peut aussi vous mettre en relation avec le service La Croix-Rouge chez vous. Enfin, toujours s'agissant de nos aînés, vivant en EHPAD cette fois, nous ne pouvons pas prévoir un assouplissement supplémentaire dès le 11 mai. Nous devons continuer à tout faire pour protéger les personnes âgées vulnérables. Les visites des proches pourront se poursuivre, si la situation de l'établissement le permet, dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Pour faire face à cette situation difficile, le gouvernement accompagne tous les EHPAD et débloque 475 millions d'euros de crédits supplémentaires. Et comme pour les soignants, nous annonçons que tous les personnels de tous les EHPAD de France, et quel que soit leur statut, percevront une prime pour valoriser leur engagement sans faille pendant cette crise. Cette prime sera de 1 500 € dans les 33 départements où l'épidémie aura été la plus forte et de 1 000 € ailleurs. Cette prime sera versée dans les prochaines semaines, elle sera défiscalisée. Il en sera de même dans les établissements accueillant des personnes en situation de handicap lorsque l'assurance maladie contribue à leur financement en lien avec la secrétaire d'État chargée du handicap, Sophie Cluzel. Dans le reste du secteur médico-social et dans le secteur social, en lien cette fois avec le ministre du Logement, Julien Denormandie, une prime sera annoncée également et détaillée très prochainement. Merci, monsieur le ministre de la Santé. Je vais passer le scolaire à partir du 11 mai. Cela concerne d'abord les écoles primaires et puis à partir du 18 mai, les collèges pour les départements verts. Cette décision, vous le savez, obéit à un impératif pédagogique et à un impératif social. Nous considérons que les enfants ne doivent pas rester sans contact physiquement avec l'école pour le mois de mars et le mois de septembre. Et c'est particulièrement vrai pour les plus jeunes. Notre préoccupation, elle est d'abord sociale. Nous devons lutter contre le décrochage scolaire. Nous devons tout simplement faire en sorte que chaque enfant de France puisse bénéficier de l'école. Or, tous les enfants ne bénéficient pas de la même façon de l'enseignement à distance tel qu'il a été mis sur pied. Ce seront d'abord tous les professeurs des écoles qui rentreront. Alors, il y aura une pré-rentrée. Cette pré-rentrée, selon le contexte local, permettra un temps d'échange pour pouvoir poursuivre le lendemain la rentrée des classes. Parfois, la pré-rentrée durera aussi le mardi 12 mai, parce que la taille de l'école ou les circonstances locales le justifient. Nous allons évidemment, vous le savez, ne pas accueillir les élèves tous en même temps. Il y a d'abord des niveaux qui seront privilégiés, c'est la grande section, le CP, le CM2 en particulier, mais une grande latitude est laissée localement. Et puis il y a les publics qui ont été définis comme prioritaires, c'est d'abord les élèves en situation de handicap, c'est aussi les enfants de personnel soignant ou indispensables à la reprise, ou sans solution de garde. Cette deuxième catégorie, nous en avons déjà l'expérience, puisque nous avons accueilli 30 000 enfants de soignants pendant la période de confinement. Et puis en troisième lieu, ce sont aussi tout simplement les enfants identifiés comme décrocheurs ou en voie de décrochage. Nous les estimons à environ 4% aujourd'hui, et il y a tout un travail qui va être fait pour les ramener vers l'école. Les parents doivent être informés personnellement cette semaine des modalités de reprise par l'école travaillant elle-même en lien très étroit avec la mairie. Bien entendu, cette rentrée n'est pas une rentrée ordinaire, ce n'est d'ailleurs même pas une rentrée, c'est une reprise. Et chacun comprend bien que tout ceci doit être progressif. Chaque enfant se trouve dans 4 situations possibles. À certains moments, il peut être à l'école, en petit groupe, avec ses camarades. Vous le savez, ces groupes ne dépassent pas 15 à l'école élémentaire
et 10 à l'école maternelle. À d'autres moments, il peut être en études quand les locaux le permettent et qu'il y a des moyens de surveillance. En troisième lieu, il peut se retrouver dans des locaux périscolaires. Ceci existe lorsqu'un travail entre l'éducation nationale et la mairie permet d'avoir ces activités de sport, de santé, de culture ou de civisme. Et puis en quatrième lieu, ils peuvent être à la maison, dans le cadre de l'enseignement à distance, à plein temps quand les parents ont préféré les garder à la maison, ou à temps partiel si ils passent une partie du temps à l'école et l'autre partie du temps à la maison. Ce système, évidemment, se règle localement, puisque chaque situation est particulière, et nous allons être particulièrement attentifs aux élèves décrocheurs pour qu'ils aillent le plus possible à l'école ou qu'ils puissent bénéficier pleinement de l'enseignement à distance. Je veux saluer l'engagement des directeurs et des directrices d'école qui, en ce moment même, avec l'ensemble des personnels, font un travail remarquable dans ce sens. Nous avons les premières remontées de ce qui est aujourd'hui attendu pour la semaine prochaine, en ayant à l'esprit qu'une partie des professeurs restent chez eux du fait par exemple de problèmes de santé ou de problèmes de santé d'un proche, et qu'une partie des élèves restent chez eux pour des problèmes de santé ou parce que la famille a choisi qu'ils restent chez eux. Et dans ce contexte, nous avons pu travailler avec les communes pour que maximum d'écoles puissent ouvrir. Et aujourd'hui, nos remontées nous permettent de voir qu'entre 87 et 90% des communes ont préparé la rentrée pour la semaine prochaine. Nous travaillons encore avec les 10% restants. Ce travail devrait permettre des ouvertures d'ailleurs au cours de la semaine suivante. Nous avons ainsi 80 à 85% des 50 500 écoles de France qui ont déclaré ouvrir la semaine prochaine. Une bonne partie donc des écoles seront ouvertes la semaine prochaine. Ça ne signifie pas que tous les élèves y vont, c'est même, comme je l'ai dit, progressivement que cela se passera, notamment à partir du 12 mai. Pour la semaine prochaine, nous aurons donc un peu plus de 1 million d'élèves normalement qui reviendront dans leur classe, et il y aura pour les accueillir environ 130 000 professeurs. Les autres professeurs du primaire et du secondaire continueront à assurer l'accompagnement pédagogique à distance. Nous en avons maintenant une bonne expérience depuis 2 mois, avec de bonnes satisfactions, je crois, de la part des familles, même si nous pouvons encore améliorer le dispositif, ce que nous allons faire. De même, 12 000 personnels médicaux et sociaux de l'éducation nationale sont mobilisés la semaine prochaine pour accompagner les professeurs et les élèves. Nous faisons particulièrement attention à la dimension psychologique de ce retour. Nous savons bien que les élèves, comme les adultes d'ailleurs, ont pu connaître certains traumatismes du fait de la période de confinement. Le déconfinement va aussi servir à cela, c'est-à-dire un accueil, du dialogue et la possibilité de définir un mois de mai et un mois de juin qui ne seront pas des mois de mai habituels et des mois de juin habituels, mais qui seront des mois utiles sur le plan pédagogique, éducatif, pour que les enfants puissent se retrouver et pour qu'on puisse bien définir la consolidation de leur savoir et aussi la suite de leur scolarité. Merci. Merci. Commencer à fonctionner à partir du 18 mai, comme nous nous y étions engagés. Merci beaucoup. L'objectif du gouvernement en matière de transport est de permettre à ceux qui le doivent de se déplacer en assurant la protection des usagers et des personnels des transports. C'est-à-dire, pour cette première étape du déconfinement jusqu'à fin mai, en appliquant les gestes barrières et les règles de distanciation physique. S'agissant des transports en commun en milieu urbain, l'objectif est d'augmenter l'offre le plus vite possible et de maîtriser très fortement la demande pour faciliter le respect de la distanciation physique. C'est tout le sens des concertations menées ces dernières semaines par les collectivités en charge des transports avec l'appui des préfets. Dès le 11 mai, l'offre de transport de proximité, c'est-à-dire les métros, les bus, les RER, les TER, augmentera nettement avec un minimum de 50% des capacités habituelles et un objectif d'offre normale d'ici début juin. Concernant l'Île-de-France, nous visons une augmentation plus importante encore. Par exemple, la RATP passera son offre de 30% aujourd'hui à plus de 75% dès lundi prochain. Afin d'assurer la meilleure protection possible des usagers, l'objectif est que la fréquentation, qui est aujourd'hui de 6%, reste limitée à 15%. Pour limiter cette fréquentation et donc la demande, le télétravail, pour tous ceux qui le peuvent, restera la règle. Il est demandé aux employeurs d'étaler les horaires d'arrivée et de départ des salariés pour limiter l'affluence aux heures de pointe.
Je voudrais saluer à cet égard l'adoption en Île-de-France d'une charte visant à faire appliquer ces règles, et le gouvernement encourage toutes les démarches allant dans ce sens. Par ailleurs, le Premier ministre avait indiqué que si les collectivités en charge des transports le demandaient, nous étions prêts à réserver les transports en commun à certaines heures, à certaines populations. Cette demande a été formulée par la présidente d'Île-de-France Mobilité, Valérie Pécresse. L'accès aux transports en commun en Île-de-France sera donc réservé aux heures de pointe, aux personnes détenant une attestation de leur employeur ou ayant un motif impérieux pour se déplacer, que ce soit un motif de santé, convocation de justice ou pour accompagner des enfants. Bien sûr, une tolérance sera prévue pour les premiers jours. Enfin, les collectivités en charge des transports et les opérateurs devront prendre les dispositions permettant de limiter la fréquentation dans les gares, les stations et à bord des véhicules, par exemple en régulant les entrées, voire le cas échéant, en fermant certaines gares ou certaines stations en cas de surfréquentation. Les forces de l'ordre leur apporteront leur concours selon des modalités que le ministre de l'Intérieur vous présentera dans un instant. Nous voulons également limiter au maximum le trafic automobile et les risques de bouchons qui pourraient générer des pics de pollution et des blocages des axes routiers. Le covoiturage et les mobilités alternatives à la voiture sont donc encouragées. C'est notamment le sens du plan vélo que nous avons présenté pour favoriser sa pratique pendant le déconfinement. Les déplacements interrégionaux continueront pour leur part d'être très fortement limités pendant cette première période de déconfinement. À la différence des transports en commun en milieu urbain, l'offre sera volontairement réduite. Pour les TGV et intercités, nous passerons de 7% de l'offre aujourd'hui à 20 à 30% de l'offre le 11 mai pour atteindre au maximum 40% de l'offre habituelle fin mai. Les réservations seront obligatoires avec des modalités adaptées selon le type de train et l'occupation des trains sera plafonnée à 50% du total des places. Pour favoriser l'application des gestes barrières dans les transports et la protection de tous, le port d'un masque grand public sera obligatoire pour les usagers de 11 ans et plus et les personnels en contact avec le public, y compris dans les gares. En lien avec les collectivités locales, l'État mettra à disposition des masques dans les premiers jours du déconfinement pour les distribuer en appoint aux personnes qui n'auraient pas pu s'en procurer. L'absence de port de masque pourra faire l'objet d'une verbalisation, donc une amende de 135 €. Monsieur le ministre de l'Intérieur y reviendra, tout comme l'accès à un TGV sans réservation ou l'utilisation des transports en commun en Île-de-France aux heures de pointe en dehors des motifs prévus. Les opérateurs mettront à disposition du gel hydroalcoolique, ils prendront des dispositions pour assurer la distanciation physique, par exemple la condamnation de siège ou le marquage au sol. Et par ailleurs, les trains, les métros, les tramways, les bus seront désinfectés au moins une fois par jour. Donc c'est, comme le Premier ministre l'a dit, un défi considérable d'assurer un bon fonctionnement des transports en commun. La circulation sera rétablie et il sera possible de sortir librement dans la rue sans attestation, quel que soit le département où l'on habite, à l'exception de Mayotte. Cependant, une chose reste sûre, le virus ne se déplace pas tout seul. Et nous devons donc continuer à lutter au maximum contre la circulation du virus. C'est l'esprit des mesures présentées à l'instant par Elisabeth Borne et qui s'appliqueront dans les transports en commun. Les infractions à ces règles continueront à être sanctionnées, suivant le régime de contravention spécifique à l'état d'urgence sanitaire que vient de rappeler la ministre en charge des Transports, 135 €. Dans les transports publics, les collectivités et les entreprises seront en première ligne pour faire respecter les règles sanitaires. Le projet de loi en cours de discussion au Parlement permettra ainsi à leurs agents assermentés de sanctionner ces infractions. Au besoin et en renfort, le ministère de l'Intérieur interviendra avec jusqu'à 20 000 policiers et gendarmes mobilisés en fonction des plans de circulation et de transport arrêtés avec les autorités organisatrices. Ces policiers et gendarmes pourront également, évidemment, verbaliser. Concernant les trajets plus longs, la nécessité de limiter la circulation du virus nous impose de fixer une limite à 100 km pour les déplacements, sauf motif professionnel ou familial impérieux.
Pour rappel, un motif professionnel, c'est par exemple avoir un métier qui exige la mobilité, chauffeur routier. Quant au motif familial impérieux, il peut s'agir d'un deuil ou de l'aide à une personne vulnérable. Ces 100 km seront calculés à vol d'oiseau à partir du lieu de résidence habituel. Je veux préciser toutefois que cette limite ne s'applique que si l'on quitte son département de résidence. Parcourir plus de 100 km au sein de son département de résidence reste possible sans restriction. Pour permettre le contrôle de la règle des 100 km, une nouvelle attestation sera publiée. La voici. Elle est simple, elle sera disponible en version papier comme en format numérique sur le site du ministère de l'Intérieur. Des contrôles seront organisés dans les gares, les aérogares ou sur certains tronçons d'autoroute ou de routes à grande circulation. Ils pourront l'être aussi à l'arrivée des destinations touristiques. Par exemple, lors d'un contrôle en voiture, deux cas de figure possibles. Soit c'est un trajet de plus de 100 km hors de son département de résidence et vous devrez fournir cette attestation remplie. Soit c'est un trajet de moins de 100 km et un simple justificatif de domicile sera suffisant. Vous êtes en voiture, l'attestation d'assurance ou une facture, un chéquier par exemple. Là encore, nous comptons sur le civisme et la responsabilité des Français. Mais les contrevenants seront sanctionnés. Le montant de l'amende ne change pas, 135 € susceptibles d'augmenter en cas de récidive. Le 11 mai sera également l'occasion de reprise de notre vie sociale dans le respect d'un certain nombre de règles. Pourront rouvrir les lieux culturels de proximité, bibliothèques, médiathèques, musées, dont la fréquentation n'entraîne pas de mouvements importants de population. Les préfets en arrêteront la liste et des systèmes de régulation pourront être mis en place. Les cinémas, les salles de spectacle et de fêtes, ainsi que les lieux de sport couverts, resteront fermés. En matière sportive, seule sera autorisée la pratique sportive individuelle en extérieur. Bruno Le Maire précisera quant à lui les règles qui s'appliqueront aux activités commerciales. De façon générale, les rassemblements devront rester limités à des groupes de 10 personnes maximum dans le respect des règles de distanciation physique. À compter du 2 juin, un nouveau seuil pourra être réexaminé. Mais, en tout état de cause, d'ici le mois de septembre, aucun événement regroupant plus de 5000 participants ne pourra être organisé. Beaucoup de questions sont également posées concernant les plages, lacs et les centres nautiques. La règle générale reste la fermeture. Mais le préfet pourra autoriser l'accès aux plages, aux lacs et aux centres nautiques sur demande des maires. Les maires devront alors présenter un dispositif et des aménagements suffisants pour garantir la distanciation physique. Cette décision est une nouvelle preuve de l'importance que nous accordons au dialogue permanent entre maires et préfets. Concernant les cultes, nous sommes pleinement conscients des efforts consentis par les croyants. Nous avons reçu plusieurs propositions pour concilier pratique religieuse et distanciation physique. Comme je l'ai indiqué le 22 avril au pasteur Claveroli, représentant de la conférence des responsables de culte en France, et comme annoncé par le Premier ministre au Sénat ce lundi, nous allons travailler avec l'ensemble des responsables cultuels aux conditions d'une reprise des cérémonies religieuses d'ici la fin du mois. J'en viens maintenant aux frontières. Comme vous le savez, depuis le début de la crise sanitaire, la fermeture des frontières est la règle et l'autorisation de passer l'exception. Nous avons toujours besoin de cette mesure de protection. Cela n'a donc pas vocation à changer immédiatement. Concernant les entrées et sorties de l'espace européen, un assouplissement progressif et ordonné des règles de circulation viendra en temps voulu, quand la situation sanitaire le permettra, et il sera décidé évidemment avec l'ensemble des États concernés. Mais les frontières restent donc fermées jusqu'à nouvel ordre. Pour ce qui est de nos frontières nationales, et notamment celles que nous partageons avec nos voisins européens, nous avons décidé de prolonger les restrictions mises en place jusqu'au 15 juin au moins. La libre circulation des travailleurs transfrontaliers sera, elle, préservée, comme c'est le cas depuis le début de la crise sanitaire. En outre, le projet de loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire, actuellement débattu au Parlement, rend possible des mesures de quatorzaine, voire d'isolement pour toute personne, française ou étrangère, entrant en France, y compris en provenance de l'intérieur de l'espace européen. À ce stade, compte tenu de l'évolution de l'épidémie en Europe et au regard de l'alignement des mesures sanitaires entre pays européens, ces mesures ne seront pas appliquées à l'intérieur de l'espace européen, sauf outre-mer, et si nous le décidons, en Corse.
Cette situation exige néanmoins que soit maintenue une étroite coordination en matière de contrôle aux frontières extérieures de l'Union. Enfin, nous avons décidé de rendre possible certaines dérogations supplémentaires pour permettre de franchir la frontière entre la France et un pays de l'Union européenne, par exemple pour tous les déplacements concernant la garde, la visite ou la poursuite de la scolarité d'un enfant, comme pour les ressortissants de l'espace européen qui justifient d'un motif économique impérieux et sont munis d'un contrat de travail, en particulier les travailleurs saisonniers agricoles. Mesdames et messieurs, la bonne mise en œuvre de ces règles repose sur la responsabilité de chacun. Déconfiner, c'est ne pas baisser la garde, c'est une liberté progressivement retrouvée. L'immense majorité de nos concitoyens le savent. Le très faible taux de verbalisation depuis le début du confinement, moins de 6%, le prouve. Notre civisme collectif, c'est notre réussite collective. Le travail continue, les forces de l'ordre seront à pied d'œuvre, de même que les préfets et sous-préfets, pour adapter aux côtés des maires, territoire par territoire, notre stratégie de déconfinement.